Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de AGN. Aujourd'hui, on va avoir un livre un peu spécial qui n'est pas exactement un livre de Vampire la Mascarade, mais qui est un livre à la fois de vampires et de loups-garous. Il s'agit d'un des fameux crossovers avec une approche un peu différente d'habitude, puisqu'il n'y a pas cette fois de combat, alors que généralement c'est plutôt la règle qui concerne les rencontres entre les vampires et les loups-garous. Mais ça va être une alliance, en fait, d'où le titre, le savant titre Dark Alliance Vancouver, qui explique où ça va se passer, à savoir Vancouver, donc quasiment l'Hollywood du Nord, une des grandes villes au Canada, tout au nord, au nord-ouest du Canada, qui va permettre à vos joueurs de jouer à la fois des loups-garous et des vampires. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. C'est un setting assez différent qui n'est pas exactement comme sur la même topographie, notamment dans les règles vampiriques que d'habitude. Nous avons donc, c'est Nigel Findlay qu'on avait déjà vu, qui avait fait le Awakening, enfin le magnifique Diablerie Mexico et le Succubus Club, hein, qui est décédé en 95, qui a beaucoup bossé sur Shadowrun. Et Geoff McMartin, j'étais incapable de trouver quoi que ce soit sur lui. Je subodore, tout ce que j'ai pu trouver, c'est quelques articles qu'il aurait fait pour le magazine White Wolf, que soit c'est un pseudonyme, soit c'est un mec qui a juste filé un coup de main une ou deux fois. Une chouette illustration, encore une fois, donc on retrouve toujours un petit peu les Tim Brooke et compagnie. De base, c'est considéré comme un supplément enfin, pour White Wolf, donc pas pour Vampire. Mais l'idée, c'est qu'il y a Vancouver s'illustre par une sorte de consensus sur place qui permet à la fois aux vampires et aux loups-garous de coexister. En gros, il y a un chef. La ville de Vancouver a été créée par un vampire qui est encore un ersatz de fameux ventru viking slash chef wisigoth juste avant les invasions barbares dans la Rome antique qui est venu jusqu'ici pour être peinard et a construit la ville de Vancouver selon ses propres règles. Donc c'est une ville qu'ils connaissent par cœur et c'est une ville qu'il a conçue pour être loin de l'influence de la Camarilla et du Sabbat. Donc en gros, concrètement, la ville est indépendante. Mais il y a des règles qui sont extrêmement fortes et puissantes qui sont posées par le prince de la ville qui s'appelle Siegfried pour, par exemple, le fait que, pour être sûr que ce soit une ville qui reste neutre et un havre de paix. L'idée, c'est que la ville, pour les vampires, est un havre de paix du djihad. Donc ça veut dire que les gens qui viennent ici, c'est pour souffler, pour aller très vite. Mais le fait de souffler implique plusieurs règles qui sont que le prince a tout pouvoir sur la ville, qu'on ne peut pas créer d'enfants, qu'on ne peut pas tuer de mortels, et que toute entrave à ces règles fait que vous êtes purement et simplement détruit. Donc ça va très vite, et ça avantage au final les loups-garous, puisque Siegfried, venant des sombres forêts noires d'Allemagne, se dit, bah, en fait, tant qu'à faire, il y a énormément de loups-garous dans la région. La ville est encerclée par encore beaucoup de nature, donc j'ai tout intérêt à monter un deal avec les loups-garous pour que justement la ville, le havre de paix reste un havre et que en fait, ce ne soit pas comme Milwaukee ou qu'ils soient entourés par des loups-garous. Et ça arrange bien finalement les loups-garous parce que eux aussi peuvent à ce moment-là se focaliser sur stopper par exemple là où Siegfried aide d'ailleurs, c'est stopper les grandes scieries, enfin les projets, on reste dans un délire éco-terroriste années 90. Et ça semble plutôt bien marcher de base. Sauf que évidemment, on est dans Vampire, on est dans Loup-Garou, il y a des choses qui se passent en sous-main qui vont mettre à mal cette sorte d'armistice. Très bel hommage, donc c'est Swolf, hein, c'est Smith qui est dessus, donc qui est plutôt un dessinateur de Garou. Très bel hommage, c'est marqué avec toutes mes excuses à Rémi, donc à Jamie. C'est Jamie Hernandez, vous reconnaissez peut-être le personnage de Love and Rockets. Donc on a une petite histoire avant d'entamer sur un truc aussi assez classique. Comme je disais, c'est vraiment des gens que vous connaissez déjà. Là, on est par contre, on a un bouquin Garou. Donc l'essentiel des titres, c'est Bill Bridge qui va superviser parce que c'est lui le chef de Loup-Garou. Alors que Andrew Greenberg, lui, est le chef éditorial de Vampire. Donc il faut prendre ces petites choses, disons, en différenciation. Non, mais ouais, je sais pas. Je pense que Geoff McMartin existe vraiment, mais j'ai pas réussi. J'ai cherché, hein, j'ai vraiment cherché, mais McMartin, c'est pas un nom hyper commun, mais les Martin, il y en a des milliers, donc ça a été, je sais pas, je chercherai un peu encore, mais je subodore qu'il y a du pseudonyme ou c'est juste quelqu'un qui a pas de trace sur Internet, ce qui est encore un peu possible, hein. Donc, c'est l'ami Ron Spencer qui fait des très très belles illustrations de chacune des chapitres. Le setting.
Le setting du livre est conçu comme étant, comme je vous ai expliqué, un livre qui peut être utilisé à la fois par les loups-garous et les vampires. Bon, je vous passe sur un peu le tartinage de White Wolf en disant mais l'inspiration, l'atmosphère, c'est guerre et paix. Peut-être pas commencer à conjurer les grands auteurs, hein, sinon on va pas s'en sortir. Plus rigolo, très très rigolo même, c'est la présentation du Canada. Puisqu'on part du principe, les écrivains, enfin les concepteurs du bouquin partent du principe que c'est des Américains qui jouent à ça, donc ils connaissent pas forcément aussi bien le Canada qu'ils le pensent. Et c'est très très rigolo. Enfin, il y a l'explication donc, du Canada, qu'ils ont deux langues officielles, que tous les documents doivent être en français et en anglais, mais qu'on parle quasiment pas français hors du Québec, que donc c'est dirigé par un Premier ministre, il n'y a pas de système biparti, mon Dieu, comme aux États-Unis, mais il y a toute une succession de ligues, de différents partis qui se forment, qui se réforment, qui changent avec des partis complètement foutraques, des partis indépendants. Ils ont même une TVA sur les produits pour financer enfin, pour financer l'assurance maladie qui ne marche pas de toute façon. Enfin, c'est très marrant, il y a des trucs, c'est très très rigolo à lire, de voir enfin, c'est comme, je sais pas, ouais, il y a vraiment un côté Bowling for Columbine, si jamais vous l'avez jamais vu, enfin vous l'avez vu de Michael Moore, qui était ce grand documentaire qu'il avait fait suite enfin, au massacre qu'il y avait eu à Columbine, donc dans une université, qui est l'un des plus school shootings, donc des attaques dans une école les plus connues. Et il essaie d'expliquer, de comprendre la culture des armes aux États-Unis, et il va un moment au Canada, où ils n'ont pas d'armes à feu. Et c'est tout. Et là, il y a tout un. Et c'est vraiment rigolo. Et bon, après, c'est Michael Moore, donc c'est de la JIT propaganda. C'est mis en scène, mais il y a des trucs qui étaient très très rigolos. Je me souviens toujours, il commence à rentrer chez les gens, il ouvre la porte, il fait: Ah, mais vous verrouillez pas vos portes au Canada et tout. Et le mec qui sort, il fait: Bah, peut-être qu'on devrait, parce que si vous rentrez comme ça chez moi. Donc c'est vraiment, faut le lire. Alors s'il y a un descriptif, bon, le taux de change, c'est pas hyper intéressant, à part pour voir l'inflation, comment ça a évolué. Mais il y a des choses assez cool, assez rigolo comme ça, justement le- 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 la TVA qui a appelé l'équivalent le GST. Et le GST, donc Good and Services Tax, c'est le nom officiel, mais le nom officieux c'est Gouge and Screw Tax. Donc gouge, c'est je vous arrache les yeux, quoi. Donc en fait je vous étripe et je vous la fais à l'envers. Ou le Grab and Snatch Tax, donc c'est le tir à la sauvette, la taxe de la tir à la sauvette. Non, c'est vraiment rigolo. Il y a aussi donc le descriptif évidemment de la police montée en disant mais au Canada ils ont deux polices, ils ont une police dans les villes standard et après ils ont les Mounties, donc la police montée. Et la police montée, je savais pas, son proverbe, enfin sa devise c'est maintient le droit. Et le proverbe non officiel c'est ils arrivent toujours à choper le, le- le criminel. Donc non, c'est chouette, c'est assez marrant, c'est assez rafraîchissant. J'avoue que des fois, les lectures, je ne suis pas le plus convaincu des lectures justement de guides régionaux parce que c'est très sec. En fait, on a l'impression toujours de lire une page Wikipédia sur une région. J'avoue que c'est pas les trucs les plus intéressants pour moi. On vous explique que bah, c'est très compliqué d'avoir une arme à feu aussi, qu'il y a des gangs parce que ça reste le monde des ténèbres et qu'il y a une forte minorité asiatique et indienne qui commence à se faire, ce qui est toujours vrai, hein, ça c'est quelque chose qui est très pertinent et que beaucoup de gens, alors pour des principes racistes, mais pas, enfin, pour des principes un peu racistes, mais aussi pour le fait qu'il y a énormément d'argent qui tourne, notamment à Vancouver et sur la côte ouest canadienne, qui vient du fait, je crois, des investissements de la Chine continentale depuis les années 80 et qui rachète tout, en fait, simplement. Mais bon, le Canada, c'est un autre problème et c'est assez compliqué. Ils ont beaucoup de soucis de logement et beaucoup des commerces et des endroits sont rachetés par des gens extrêmement riches qui sont d'autres minorités, d'autres pays simplement parce que bah, c'est facile et que le gouvernement a un peu ouvert ça. Donc ensuite, on vous donne les provinces qui sont présentes, à savoir la Colombie-Britannique et la grande ville de Vancouver, qui s'étend sur une zone absolument immense, autour d'un lac avec une île, avec plusieurs îles au large de ce lac, qui sont notamment la ville de Victoria, qui est sur l'île principale, sur Vancouver Island, donc l'île principale. Bon, je vous passe les hôtels, les transports, les machins. Il y a pas mal de petites choses qui sont données avec les choses les plus touristiques que vous pouvez trouver. Et vu qu'on est dans un supplément White Wolf, il y a quand même les cairns. Donc on rappelle, hein, les loups-garous enfin, les loups-garous sont des créatures à la fois physiques et spirituelles, ce qui leur permet d'aller dans le monde
dans le monde des spectrales qui s'appelle l'Umbra. L'Umbra, c'est l'endroit où il y a des esprits avec lesquels les loups-garous sont obligés de négocier pour avoir des faveurs, pour protéger contre les esprits les plus maléfiques, qui peuvent être des esprits du verre, des esprits de la tisseuse, donc qui sont les éléments d'une trinité qui sont à laquelle ils sont censés offrir l'équilibre, sauf que le verre, qui est l'esprit d'entropie, lui, est devenu fou et donc est néfaste et détruit tout sur son passage. À cause de lui, la tisseuse, qui est l'esprit en fait de stase, conquiert les villes pour aller vite et les rend encore plus néfastes et toxiques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de soucis dans le monde dans le monde des esprits. Et pour maintenir leur connexion avec ce monde-là et leur connexion avec Gaïa, qui est essentiellement leur déesse qui représente la nature et la planète, ils ont des cairns. Donc les cairns sont des dieux de pouvoir. C'est pas tellement important pour les vampires, même si les trémères sont intéressés par ça, mais par exemple les mages, ils appellent ça des nodes. Et c'est très important pour eux parce que c'est un moyen de taper directement dans ce qu'ils appellent la quintessence, qui est l'essence magique du monde, qui leur permet, en gros, c'est comme un puits de pétrole mais magique, et évidemment les loups-garous défendent ça becs et ongles, parce que ça leur permet aussi d'aller plus facilement, de percer ce qu'ils appellent le gauntlet, donc en gros une sorte de mur spirituel pour aller dans ce monde-là. Et ils se défendent ça bec et ongles, ce qui fait que c'est pour ça qu'aussi ils sont extrêmement territoriaux pour protéger ces endroits-là. Donc notamment le Smiling Buddha, donc le Bouddha qui rigole, enfin le Bouddha souriant qui est un ancien bar qu'ils ont laissé de côté mais qui est protégé notamment par des loups-garous et les kinfolk. Donc les kinfolk, on rappelle, hein, c'est comme les ghouls, c'est l'équivalent des ghouls ou les sorciers dans Mage. Ce sont des humains qui ont le gène garou qui ne s'est pas activé. Donc concrètement, ils ont les secrets des garous, ils connaissent les fétiches, ils connaissent les totems, ils connaissent les histoires des garous, mais ils ne peuvent pas se transformer en crinos, quoi. Mais par contre, c'est exactement comme les ghouls, en fait, c'est des loups-garous light. Ils ont les pouvoirs des loups-garous, mais c'est des humains et ils ne peuvent pas se transformer en loups-garous. Donc voilà, je passe un peu sur toute la description de la ville. C'est une ville c'est un centre. Enfin, Vancouver est quand même une place forte commerciale et surtout pour le cinéma. Donc vous n'êtes pas déjà à l'époque. Hein, c'était l'endroit où on allait pour filmer des séries pas chères. Ça allait enfin, et ça l'a longtemps été aussi parce que ça coûtait moins cher et il y avait des crédits d'impôt qui étaient déployés par Vancouver, donc par la Colombie-Britannique, pour que les séries qui étaient les plus chères, les films qui étaient les séries qui étaient les moins chères et les films qui étaient les moins chers soient tournés directement dans cette région-là. Ce qui est évidemment le deal, c'est que puisque je vous file un crédit d'impôt, ça donne du travail aux gens qui bossent sur place. Mais il y a eu, ça fait maintenant quoi, ça fait 20 ans qu'il y a un dumping social absolument hyper agressif dans certains États américains, comme la Géorgie et la Virginie du Sud, et surtout dans d'autres régions, notamment le Québec, qui avait déjà commencé avec le jeu vidéo. Donc la raison, il ne faut pas se leurrer, la raison pour laquelle Ubisoft, qui est de l'avis d'un ami, plus une entreprise canadienne qu'une entreprise française, ce à quoi je veux bien le croire, s'était établi vraiment à Montréal et autres parce qu'ils avaient réussi à avoir un deal pour bâtir des boîtes là-bas en payant aucun impôt. Et récemment, ils ont fait ça, ils sont sortis juste du jeu vidéo, ça fait quoi? Ça fait 20 ans maintenant, parce que les premiers gros films qui ont été faits à Montréal, je crois, c'est des films comme les X-Men, enfin les nouveaux X-Men, je sais plus, et c'était fait là-bas, parce qu'ils ont des crédits d'impôt, ce qui fait que Vancouver est obligé de faire du dumping social avec d'autres provinces canadiennes pour essayer de garder un peu sa mainmise. Mais évidemment, si comme moi, vous êtes un enfant des années 90, vous avez envie de vous replonger un peu là-dedans, si vous regardez X-Files, si vous regardez Stargate, si vous regardez Battlestar Galactica, si vous regardez toutes ces séries qui ont été tournées là-bas, enfin, toutes ces séries-là ont été tournées vraiment de l'autre côté de la frontière, puisque mais on le voit tout de suite avec des forêts conifères, avec la photo qui est toujours un peu effacée, un peu grise, c'est évident. Et je vous réfère à la magnifique, il y a une magnifique vidéo qui montre toutes les villes du monde sont Vancouver. Et à chaque fois, c'est comment on passe un coup de peinture sur Vancouver pour la faire passer pour une autre ville dans le monde. C'est assez rigolo. Donc on a quelques cairns, on a la description de l'aquarium, du zoo, le port de Vancouver qui est assez important, Chinatown évidemment, puisque on est sur l'idée que les minorités asiatiques arrivent et vont commencer à prendre de plus en plus de contrôle sur la ville. L'hôpital, j'en passe des meilleurs, c'est pas une très belle illustration, j'aime beaucoup. Les universités, donc il y a à boire, à manger, encore une fois, je passe dessus parce que c'est pas hyper important, je trouve. Et puis c'est pas ce qui est plus chouette. La fête d'anniversaire de Kevin, la fête de nouvel anniversaire de Kevin, avec des vampires et un mec qui entend être égorgé.
Histoire, alors plus intéressant. Donc comme je disais, alors, si vous connaissez pas White Wolf, hein, super illustration d'ailleurs. Si vous connaissez pas Loup-garou, parce que bah, cette série c'est sur Vampire et pas sur Loup-garou, donc les loups-garous sont répartis en 13 tribus. Il y a des tribus, chaque tribu est liée plus ou moins à une ethnicité ou une origine ethnique. Par exemple, les Fianna sont, comme leur nom l'indique, des loups-garous qui viennent essentiellement d'Irlande. Les crocs blancs sont, enfin les crocs d'argent qui sont en fait qui sont l'inversion. En fait, oui, le Ventrus slash la Sombra ici devient croc blanc Seigneur d'ombre, donc les Shadow Lords, mais avec une différence, c'est-à-dire que les crocs blancs sont à la fois les Ventrus dans lesquels ils représentent l'ethnie de, enfin ce sont les leaders, mais en plus ils veulent le pouvoir de manière ostensible par le respect qu'on leur donne. Donc en gros c'est des Ventrus mais avec des traits de la Sombra. Et à l'inverse, les Shadow Lords sont des La Sombra avec traits de Ventrus, puisque c'est des loups-garous russes qui veulent influer plutôt que contrôler, mais par contre, tous les coups sont permis. Et les deux se tirent la bourre. Donc par exemple, donc voilà, les crocs d'argent sont plutôt allemands, les Shadow Lords sont russes, les Black Furies, qui sont une parodie en gros du féminisme, qui sont une tribu essentiellement matriarcale, hein, vient de Grèce, comme son nom l'indique, et qui se réincarne depuis l'époque des Amazones. Vous avez après donc il y a les Stargazers, donc qui sont ceux qui regardent les étoiles, viennent d'Asie essentiellement. Mes préférés, les Silent Strider, donc ceux qui arpentent en silence, c'est des chacals. Donc en fait ils viennent d'Égypte et ils ont été exilés d'Égypte par les disciples de Seth et toutes les ethnies qui étaient là-bas il y a très longtemps parce qu'ils ont perdu la guerre. C'est des loups-garous errants. Gate of Fenris, donc comme le nom l'indique, c'est les enfants de Fenrir, donc ils viennent du fin fond des pays nordiques. J'en passe et des meilleurs. Il y en a 13 comme ça, avec certaines tribus qui ne sont pas tellement liées à une origine géographique, mais plutôt à un rôle sociopolitique. Donc les enfants de Gaïa recueillent tous les orphelins et les esprits un peu chagrins. Les Glasswalkers, ceux qui marchent sur le verre, sont des loups-garous qui vivent dans les cités, vivent dans les villes et acceptent la technologie. À l'inverse, les bone knowers, donc les rongeurs d'os, c'est les Nosferatu. Donc en gros, c'est des loups-garous qui vivent dans les villes, mais qui vivent parmi les déchets, parmi les sans-abri. Et ensuite, voilà, j'ai arrivé à ce que je voulais dire, il y avait 3 tribus qui existaient en Amérique du Nord, qu'on appelait les Terres Pures. Alors, troisième, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a les Utkena, qui sont les Amérindiens, et les Wendigo, qui sont les Amérindiens, mais qui ne se sont, enfin, qui veulent une certaine pureté ethnique, qui estiment que les Utkena sont trop faibles et qui se sont mélangés avec avec les Occidentaux. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée. Et donc, là, vous avez, dans l'histoire de Vancouver, à la base, les 3 tribus qui existaient, qui cohabitaient, jusqu'à l'arrivée de l'homme blanc, et ça, c'est assez important de comprendre. Quand les Britanniques arrivent, certes, il y a des vampires, puisque les vampires arrivent avec la civilisation parce qu'ils ont besoin de villes pour survivre, mais de manière assez simple. Sachant qu'ici, on vous dit aussi qu'il y avait des vampires qui étaient préexistants, donc notamment, ça c'est assez important. Il y a un grand classique, donc il y a un Mathusalem qui est venu il y a très 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 longtemps et qui s'est endormi sous la ville, un peu comme Ménélé pour aller vite, mais qui est même plus vieux que Ménélé et Elena, donc à Chicago. Et assez rapidement, il y a des loups-garous qui viennent d'autres contrées qui sont arrivés, donc avec les colons. Et eux sont très très cons, en fait. Ça c'est connu, en fait, les loups-garous étant déjà des brutes xénophobes, elles le sont aussi vis-à-vis des 3 tribus de loups-garous amérindiens qui existaient. Ils ont commencé à tuer tout le monde, tout simplement. Enfin, ça a été assez atroce. Et il y a une sorte de la trêve qui n'est vraiment arrivée que quand la 3e tribu, dont j'ai plus le nom, s'est sacrifiée durant le 19e siècle pour arrêter un grand esprit qui appartenait aux Verts. Mais il y a vraiment le parallèle en fait entre les colonies. Enfin, c'est pas parce que les loups-garous vénèrent tous Gaïa qu'ils sont tous potes, pour aller vite. Arrive avec ça donc le capitaine Vancouver qui va établir la ville, avec la ville donc il y a avec la ville va arriver la civilisation. La civilisation va apporter aussi des choses un peu toxiques comme de la corruption, notamment donc, la destruction des lieux sauvages. Et donc le ver va revenir un petit peu en force. Sauf que derrière ça, donc à côté de ces grands cairns qui sont établis, ces grandes tribus de loups-garous, va arriver un type qui s'appelle Siegfried, comme je disais, donc un vieux vampire, un très très vieux vampire, quasiment Mathusalem de la Rome antique, qui va aider
à forger et construire Vancouver en tant que ville. Et son but, c'est de créer la ville comme étant un lieu extrêmement neutre où il serait le seul chef, mais uniquement, pas tellement, enfin bon, si bien sûr, mais pas tellement dans l'idée d'imposer sa volonté et de conquérir des terres, mais simplement pour faire que la ville soit un endroit paisible, calme, où n'importe quel vampire peut venir pour être en paix et respirer et souffler un grand coup avant de repartir dans ce qui peut lui poser problème, enfin les intrigues interclans, les intrigues entre les différentes sectes, j'en passe et des meilleurs. Ça par contre c'est très très moche comme illustration. Les règles donc justement qu'il donne sont, il a réussi, et ça c'est aussi un truc qui est assez rigolo, c'est qu'il y a, c'est pas un mystère, mais le fameux accord dont je vous parle, entre les loups-garous et les vampires qui est assez récent, personne ne sait exactement qui l'a mis en place. C'est-à-dire qu'il y a Siegfried d'un côté, mais Siegfried n'est pas tout seul, il y a d'autres anciens dans la ville, il y a des très très vieux vampires qui sont présents dans la ville. Chez les loups-garous, évidemment, c'est les crocs d'argent qui disent c'est nous qui avons fait le deal. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que les marcheurs, ceux qui marchent sur le verre, ont aussi fait un peu leur patte. Donc en fait, et vu que personne ne peut vraiment s'accorder sur qui l'a créé, tout le monde, quelque part, tire la couverture à lui-même en disant bah, c'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à moi qu'il y a la paix, patati patachmol. Comme ça, bah, les loups-garous, ils sont contents parce qu'ils peuvent se focaliser sur les émanations du verre et combattre tout ce qui peut poser des problèmes à Gaïa, tandis que les cadavres, donc les vampires, eux restent bien peinards dans leur ville et ils n'ont pas peur de se faire massacrer par les loups-garous. En tout cas, les lois de Siegfried sont un peu différentes de celles classiques, même si, bon, évidemment, ça rejoint un peu toujours les traditions. Aucun vampire ne peut tuer un habitant de la ville. Personne ne doit énerver les loups-garous. Aucun conflit entre vampires ne sera toléré dans la ville. Aucun meeting, et ça c'est important, aucun meeting de clan ni d'organisation vampirique ne peut être toléré dans la ville, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réunion de Brouja, donc il ne peut pas y avoir de mouvement anarque, il n'y a pas de grand pogrom, de grand pogo de la Camarilla, ce qui fait que la Camarilla n'a pas mot son dire, et surtout on ne peut pas avoir d'infos dans la ville. Donc ça limite, ça permet à Siegfried d'éviter qu'il ait un de ses ennemis politiques qui crée des vampires et qui deviennent super balèzes et qu'après il décide de détruire, de pulvériser le prince. Comme je disais, c'est un lieu protégé pour tous, sachant qu'en plus, alors ça c'est un peu c'est un peu le truc cool. Le sabbat est assez cool parce qu'ils disent bon, en fait la logique du sabbat c'est de dire c'est une cité neutre. Donc pourquoi est-ce qu'on irait dépenser des ressources pour prendre une ville qui n'est pas liée en aucune manière à la Camarilla, ou à l'inconnu et autres. Et la Camarilla fait la gueule parce qu'ils disent bah, c'est dégueulasse, c'est une ville qui ne nous appartient pas, c'est une ville neutre qui, bon, respecte plus ou moins les traditions, n'a pas de pouvoir, n'a pas de pouvoir militaire en soi, donc ils râlent, hein, ils tapent un grand coup sur la table, mais ils feront rien pour y aller, parce qu'en plus, on rappelle, hein, à l'ouest le Canada, c'est mis à part, si je ne dis pas de bêtises, Ottawa et Winnipeg, les villes sont essentiellement savates. Donc ça fait qu'il n'y a pas de ville aux alentours qui pourrait aider ou protéger. Seattle, je crois que c'est plutôt une terre anarque. Donc en fait, il n'y a personne qui peut vraiment filer un coup de main pour aller prendre la ville ou restaurer, disons, la présence de la Camarilla. Donc la Camarilla dit, bon, bah, on laisse pisser. Ce qui fait que Siegfried, finalement, a tout lieu pour faire un peu ce qu'il veut dans la ville. Et c'est le fameux Covenant, donc le Vancouver Covenant. Donc le Covenant, c'est l'alliance, c'est le pacte. Enfin, Covenant, c'est le pacte, comment dire, c'est l'alliance divine. C'est l'alliance, enfin, c'est grosso modo, c'est les tables de la loi qui tombent et qui permettent à Moïse de faire d'être reconnu par Yahvé. Donc cette espèce de pacte qui existe entre les Garous et les Kindred. Simplement, les Garous disent que les vampires peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, les vampires pourront utiliser leur influence financière pour repousser le ver hors de la ville, donc aider par exemple à éviter qu'il y ait de déforestation sauvage. Les vampires devront faire attention à restreindre au mieux possible l'emprise de ces entreprises. Les vampires laisseront les garous arriver et sortir de la ville comme bon l'entend pour aller voir le Grand Cairn, parce qu'il y a un Grand Cairn en fait au centre de l'île, je crois que c'est du parc de Vancouver si je ne dis pas de bêtises. De plus, les loups-garous, à travers les compagnies forestières qu'ils possèdent, donneront de l'argent pour la reforestation. Donc, finalement, c'est pas très cher. Enfin, quand on y pense, pour les vampires qui vivent sur place, c'est pas très cher payé.
Et concernant les vampires, donc les garous devront s'assurer d'arrêter d'agresser les vampires dans la ville. Ainsi, ça permettrait au prince... Donc en fait, c'est les avantages et les défauts. Enfin, c'est les avantages que donne le Covenant, et donc ça permettrait à ce moment-là à Siegfried d'avoir une réputation de faiseur de paix, ce qui permettrait en plus de rendre Vancouver encore plus sécurisé qu'elle ne l'est déjà. Les garous aideront au mieux le prince à vérifier les arrivées des nouveaux vampires. Bah oui, c'est très utile, parce qu'en gros, vous avez des vampires, vous avez des loups-garous qui sécurisent les aéroports et les voies routières. Donc comme ça, bah, vu qu'ils n'attaquent pas les mecs qui arrivent, ils peuvent quand même prendre note qui arrive et donc faire en sorte que le prince, dès qu'il y a un nouveau vampire qui vient se présenter à la cité, c'est déjà qui il est. Et ensuite, donc, les loups-garous laissent entrer tout le monde, sauf qu'eux, ils peuvent vérifier leur identité. Évidemment, ce traité de paix arrange tout le monde, mais il est possible qu'il y ait des gens, des fortes têtes qui fassent suer. Et ça va être le cœur des scénarios, si on peut appeler ça des scénarios, avec ce qui se passe sur place. Donc il y a la Pentex, évidemment, donc, qui est présente. On rappelle, un Pentex, c'est un jeu de mots sur Pentax. C'est la grande corporation qui est possédée par le ver, pour aller vite, qui fait tout pour... C'est comme les méchants dans Capitaine Planet dans les années 90. C'est des méchants qui sont là pour polluer et tout détruire. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Capitaine Planet, c'est vraiment donc c'est un vieux dessin animé un peu pourri, des gamins qui ont des anneaux. Et par leur pouvoir combiné, ils pouvaient invoquer le Capitaine Planète, qui était le défenseur et le protecteur de l'humanité, contre les méchants destructeurs de l'écologie, du monde. Donc les méchants, ils voulaient tout polluer, c'était n'importe quoi. Et ce dessin animé, il ne doit son origine uniquement qu'à une lubie de Ted Turner. Alors, Ted Turner, c'est le monsieur qui a inventé la télévision, le modèle classique de télévision des années 70 aux années 90. En gros, il a créé ABC, CBS, et je crois qu'il avait CNN. Et c'est un mec qui a fait énormément aussi, qui a racheté la Warner. Et c'était un mec très particulier. C'était un financier, c'était un mec, parce que le grand principe du cinéma, c'est qu'au début, c'était des moguls, donc c'était des gens c'était les As, c'était les Warner Brothers, c'était Zelaznik, qui étaient vraiment des gens qui étaient passionnés de cinéma, mais qui avaient des lubies, qui étaient égocentriques, si vous voulez, mais c'était des gens qui étaient fous de cinéma. Après, quand les studios sont morts durant le Nouvel Hollywood, les studios ont été rachetés par des financiers. Et donc les financiers, comme Ted Turner, étaient essentiellement des grosses corporations qui étaient là juste pour faire fructifier du fric, sans vraiment avoir de goût pour le cinéma. Et Ted Turner, il est rigolo parce que c'est un peu comme Jeff Bezos, même si je conchis Jeff Bezos à titre personnel, c'est qu'il avait encore cet attachement au vieil Hollywood. Il avait encore cet attachement au cinéma et autres. Donc notamment, il a beaucoup poussé pour faire... Il avait des lubies en fait comme ça. Il est arrivé, il tapait du poing sur la table, il disait je veux qu'on fasse ça. Et notamment, c'est lui qui a eu une espèce d'obsession sur la fin de sa vie sur l'écologie et compagnie. Donc il a financé de sa poche Capitaine Planet et les Planeteers. Et plus sympa, il avait créé surtout une chaîne qui s'appelle Turner Classic Movies, qui est une chaîne qui passait que tous les vieux films des répertoires Warner. Si vous êtes cinéphile, c'était une magnifique chaîne, et quand ces abrutis, ces connards d'Ellison ont commencé à racheter Paramount et vont racheter la Warner, quand Zaslav est arrivé, moi je vous passe les détails, mais Warner est passé dans les mains a été racheté plusieurs fois, c'était juste pour que la société qui rachetait la Warner puisse, en gros, épancher ses dettes. Donc je ne sais plus si c'était AT&T, je crois, ils rachètent Warner, et après ils mettent toutes leurs dettes dans Warner, et ils disent regardez, ça marche pas, mais nous par contre on est safe. Après la boîte est revendue, c'est comme si c'est comme si vous invitiez quelqu'un chez vous, et en fait vous l'utilisez uniquement pour qu'il puisse nettoyer vos chiottes, quoi. C'est absolument dégueulasse. Et donc AT&T voulait vendre Turner Classic Movies parce qu'il dit que ça sert à rien, c'est nul. Et c'est la seule fois où tous les grands cinéastes, Spielberg, Scorsese, Nolan, James Gray, tout le monde est monté au créneau pour dire non, il ne faut surtout pas vendre cette chaîne parce que c'est un morceau de la culture américaine, de cinéma. Et je vous en conjure, si vous lisez l'anglais, il y a plein sur Internet, il y a un mec qui a mis tous les petits sketchs de Turner Classic Movies, les interviews avec Lucas, ou je sais pas, un acteur qui vient, qui parle de ses films préférés. Donc, je sais pas, il y avait Laurence Fishburne qui parlait un peu de son amour des films classiques. C'est un vrai bonheur. Après, moi, c'est ma passion. Mais, bref, tout ça pour vous dire que les Capitaine Planet, Pentex, c'est vraiment les méchants de Capitaine Planet. Et évidemment, c'est pas parce que Vancouver est un havre pour les vampires et potentiellement pour les loups-garous que tout se passe bien. Et vous allez comprendre pourquoi. Super illustration encore. On a un grand totem amérindien, le loup-garou qui est en train de trucider
Je suppose que c'est un vampire, on voit juste son œil rouge qui se démarque. Non, c'est vrai que ouais, Spencer, quand il veut, il peut faire du très très bon boulot, comme il peut faire des trucs atroces. Mais il a vraiment un... Ouais, je sais pas, il a une obsession avec les gros loups-garous, donc on va pas l'embêter plus longtemps. Donc c'est vraiment pour vous donner... là, c'est le chapitre garou, avec l'essentiel du conseil, les gens, et surtout, ça qui est très intéressant, c'est la position de chaque tribu présente sur le Protectorate, donc sur le Covenant, le traité de paix. Et ça vous permet, si jamais vous jouez à loup-garou, de faire un peu votre popote. Quasiment tous les clans sont représentés, hein, c'est pour former une sorte de grand protectorat qui œuvre un conseil, et dans le conseil, il y a une représentation de chacune des personnes. Donc les Black Furies, qui, qui généralement cherchent la bagarre, hein, c'est pas des tendres, voient plutôt à chaque fois, on vous donne donc une personne qui les représente, et avec un historique, et surtout la relation, enfin comment ils ressentent par rapport au traité, et surtout comment ils se ressentent par rapport au Covenant, et aussi en fait bah, les affinités qu'ils ont avec les autres tribus. C'est vraiment c'est le truc central de Garou en fait, c'est qu'il y a quand même 13 tribus, ça fait beaucoup. Certaines peuvent se blairer, d'autres pas. Donc notamment les Black Furies étant des brutes, aiment bien, généralement bossent très très bien avec les Red Talons, donc les griffes rouges. Les Red Talons, j'en reparlerai, mais en gros, donc les loups-garous peuvent être de trois origines. Pour faire un loup-garou, on peut emboîter un humain et un loup-garou, on peut emboîter un loup-garou avec un autre loup-garou, ou on peut emboîter un loup-garou avec un loup. Et l'idée, c'est que ça donne trois types de loups-garous. Ils ont tous la possibilité de se transformer en humain, en loup et en crinos, mais ils n'ont pas trop la même culture. C'est-à-dire qu'Omid, bah, c'est un humain jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, puis il a de la puberté, il se transforme en garou géant, il éclate des gueules. Ça y est, félicitations les garous. Le métis, bah, de base, en fait, c'est l'enfant de deux loups-garous, ce qui est tabou, ce qui veut dire qu'il a un problème physique, il a des cornes, il a des trous enfin, il a des trous dans son pelage, enfin des choses, donc c'est contre nature. Et les lupus, c'est des loups, quoi. Donc ils sont pas très très doués pour se transformer en garou derrière, en humain derrière. Et les Red Talons, c'est c'est que des lupus. Et donc ils aiment pas trop les humains, on va dire. Donc évidemment, ils sont extrémistes, un peu comme les Black Fury, donc ils s'entendent bien. Généralement, ouais, il y a très peu de tribus chez les garous qui sont cool. Mais il y en a quelques-unes quand même. Et l'idée, c'est que par contre, elles n'aiment pas du tout les Silverfang, et les Crocs d'Argent et les Shadowlords, donc les Seigneurs d'Ombre, parce qu'elles cherchent, enfin ces deux tribus cherchent à être un peu les chefs classiques. Donc à l'inverse, les Bone Knowers, donc eux, c'est les rongeurs d'os, donc ils sont vraiment en bas, en bas, en bas, en bas de l'échelle sociale pour les loups-garous, parce qu'ils vivent comme des sans-abri. Tout le monde leur crache à la gueule, donc personne les aime. Et même ceux, ils devraient bosser avec ceux qui marchent sur le verre. C'est pas le cas parce que les marches sur le verre sont généralement sont très riches. Et donc ils n'ont pas trop d'intérêt à se former avec la plèbe. Donc c'est un peu triste. Les enfants de Gaïa, donc les enfants de Gaïa, c'est les hippies, pour aller vite, ils sont tout gentils. Leur but, c'est des faiseurs de paix, ils récupèrent tous les métis, ils sont très sympas. Eux, évidemment, ils ont tout intérêt, comme les rongeurs d'os, à garder le pacte autant que possible, et ils veillent au grain. Bon, les Fianna, j'ai jamais été... à part qu'ils dansent la gigue et qu'ils sont roux, enfin, je sais pas trop quoi vous dire, quoi. C'est un peu comme les Ravnos, c'est pas démentiel, hein, donc voilà, ils arrivent, ils poussent la chansonnette. Le mec, on vous dit, il a un accent irlandais, il boit du Jameson ou une Guinness. Bon, voilà, c'est au niveau caractérisation, on en est là, quoi. Gate of Fenris, donc ça, c'est vraiment des débiles. C'est vraiment des abrutis, quoi. Ils sont là que pour la baston. Et d'ailleurs, je crois qu'en V5, ils vont les changer, ils vont les virer des clans officiels parce qu'il y a un côté qui est assez poisseux. C'est comme les Brujas en première édition, en seconde édition. Il y a le côté, bah ouais, mais ils sont un peu skinhead, ils sont un peu pureté raciale. Enfin, le Nouveau Nord, les runes, la rune d'Odin, enfin, c'est assez particulier, mais c'est pas les plus futés, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, on va dire. Et eux, ils sont clairement là. Bah, en fait, ça les arrange concrètement. C'est ça qui est rigolo avec les Gate of Fenris, c'est que ça les arrange qu'il y ait le pacte, parce que ça leur permet de se focaliser sur les esprits, donc les Formori, les Pentex. Mais d'un autre côté, leur nature de Fenrir fait qu'ils ont quand même envie de casser la gueule à des vampires, et ça les énerve. Donc en fait, jamais il y avait quelqu'un qui faisait tomber un peu le pacte, ça les dérangerait pas du tout, et ce serait open bar pour eux. Donc les Glasswalkers, c'est différent, parce qu'en fait, finalement, donc Roger Daly, c'est lui qui a créé le pacte.
Donc il fait tout ce qu'il peut pour un peu tenir ce truc-là en main. Il a des corporations, donc c'est quasiment... Pour aller vite, les Glasswalkers, c'est des bons trucs. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont hyper influents. Et ils n'hésitent pas à vivre dans des espèces de grandes tours de verre. Et donc lui, il est un peu emmerdé parce qu'il ne peut pas officiellement... Enfin, c'est pas le chef des garous, puisque c'est les Shadow Lords et les crocs d'argent qui, eux, sont dans une position, qui veulent s'assurer par leur pureté, par leur noblesse, par leur rang, le rôle de chef des garous. Mais il empêche que c'est lui le principal architecte de ce plan-là. Bon, déjà, ça lui ronge un peu le... Il est suffisamment intelligent pour mettre son ego de côté, mais il voit bien que il est tout seul, quoi, et qu'il ne peut pas faire ça à l'infini, qu'il lui faudrait un coup de main pour maintenir ce pacte. Les Red Talon, donc... tiens, comment vous dire moi, les Red Talon, c'est simple. À chaque fois que je les vois, j'imagine juste un loup avec un petit chapeau MAGA, genre Make America Great Again sur la tête. Parce que tout leur truc, c'est de purger tous les humains, quoi. Donc, c'est des fous, quoi. Et si jamais, je vous conseille, si jamais vous lisez... si vous lisez Apocalypse, donc le dernier livre du Time of Judgment, donc la fin de la gamme d'Apocalypse, de Luke Apocalypse, il y a un chapitre qui est génial où une des fins possibles de la gamme, c'est qu'en fait, il y a un autre clan des garous qui tombe, qui devient fou. Donc certains sont corrompus par le verre, d'autres deviennent hyper extrémistes, et donc ils quittent les clans officiels, et c'est eux qui provoquent l'apocalypse. Et les Red Talons, c'est genre, vous dites, quand vous lisez le chapitre, il dit, est-ce que vous pensez vraiment que des loups peuvent provoquer l'apocalypse? Oui, c'est possible. Donc en fait, ils réveillent le volcan qui est endormi sous Yellowstone. Ils font péter tous les barrages, enfin ils font péter en fait, tous les séismes, tous les trucs, donc se déclenchent, il y a tout qui explose. Tu fais ah ouais quand même et tout. Et le justificatif, non, c'est du style ah non c'est bon maintenant, le problème des humains c'est résolu, il n'y a plus de problème. Tu fais dis non les gars, ils sont pas très sympas quand même. Donc c'est un peu la même idée en plus soft pour l'instant, mais ils ont qu'une envie, c'est de faire péter le pacte. Parce que eux, ça les intéresse pas. De toute façon, si c'est pour protéger des cadavres et des humains, rien à foutre. Vancouver devrait revenir au Vancouverois, et ça devrait être nous, point barre. Non, c'est pas des mecs très sympas, hein, c'est clair. Donc les Seigneurs des Ombres, grand classique. Tout ce qu'ils attendent, c'est que les crocs d'argent perdent du terrain, ou ils attendent juste que ils attendent que le pacte défaille pour pouvoir après tout mettre sur le dos des crocs d'argent pour dire regardez qu'est-ce qu'ils sont nuls, c'est nous qui devrions être les chefs. Donc c'est un peu le cliché que je vous ressors un peu la sauce évidemment de Garou où il y aura plus. Enfin, il y a quand même des descriptions, il y a des personnalités, il y a des personnages. Hein, ils sont pas foutus de vous, il y a quand même des profils différents, mais je vous la fais en gros parce que je reste un podcast sur Vampire. Donc quand on sera dans le Garou, si jamais un jour je fais Si jamais je fais Apocalypse, ça sera une autre histoire, mais bon voilà, on va rester là. Donc les Silent Striders, les arpenteurs silencieux, qui sont, comme je disais, les exilés. En gros, c'est des nomades égyptiens qui ont évolué, j'ai un tête de chacal. Eux, ils sont à la cool, quoi. C'est le guide du routard, quoi. Faut imaginer un Silent Strider, c'est le gars qui est sur la couverture du guide du routard, sauf qu'il a une tête de chacal, quoi. Donc ils passent, ils sont contents, il y a un pacte, et puis voilà, roule les jeunesses. Mais généralement, ils ont pas trop de pouvoir temporel parce qu'ils ne font que passer quelques temps sur place. À l'inverse, les crocs d'argent vont évidemment dire oui, c'est moi qui ai créé le pacte, parce que c'est moi qui suis le chef. Sauf que c'est pas exact, et il le sait en fait. Abercorn, donc le mec qui dirige les Silverfangs de Vancouver, sait consciencieusement que quelqu'un, donc il sait pas que c'est des livres, mais quelqu'un a glissé dans sa tête l'idée du pacte, du pacte, et c'est pour ça qu'il le maintient. Les Stargazers, c'est plus compliqué, En fait, les Stargazers, c'est des... ils sont très inspirés par... c'est des loups-garous qui ont quitté, qui étaient des cousins... Enfin, en gros, c'est des garous occidentaux qui sont partis, je crois, avec la Horde d'Argent, vivre du côté de l'Orient, et donc ils ont été en contact avec les Zengyo-Yukai. Donc, les Zengyo-Yukai, c'est les change-formes garous d'Orient, et ils en ont tiré une sorte de philosophie où ils sont plus dans la contemplation, la lecture des étoiles. Ils vont d'ailleurs, un peu comme les gangrels, être chantés, c'est le grand truc de la Revised, pour provoquer du drama, pour dire « Ah, c'est l'apocalypse qui arrive ». Eux, ils quittent le conseil des tribus, donc ils deviennent un peu indépendants. Ils sont pas méchants, mais ils restent indépendants. Donc ils sont pas, ils sont pas trop... Ils font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le pacte, mais c'est assez particulier, enfin, c'est toujours un peu... c'est plus des spectateurs que des acteurs, on va dire. Donc les Uktena, qui sont évidemment ceux qui ont plus à perdre, les Uktena et les Wendigo, puisque ce sont
ce sont en fait les Amérindiens, pour aller vite. Les Wendigo étant encore plus brutaux que les Uktena, mais il n'y a pas trop de différence. Le grand truc, c'est que l'ancienne chef des Uktena est allée sur l'île Vancouver, donc, qui est au cœur du lac. Et sur l'île de Vancouver, c'est l'un des grands mystères de ce bouquin. Il y a quelque chose. Il y a une force en présence, et quand les gens y vont, ils disparaissent. C'est-à-dire que Siegfried a envoyé des lieutenants là-bas, pouf, ils ont disparu, ils sont jamais revenus. Bonne Broche, elle est allée sur place, elle est revenue, elle était vieille, elle était folle. Et personne ne sait ce qui se passe. En fait, il y a une sorte de puissance sur cette île qui est révélée plus tard. Enfin, non, qui est jamais révélée en fait, mais on a une piste, mais on n'est même pas sûr. Donc ça, c'est rigolo parce qu'il y a un mystère complètement ouvert que vous avez dans ce scénario, et c'est libre à vous d'inventer ce que vous voulez pour faire quoi que ce soit. Et donc voilà, les Wendigo qui eux sont beaucoup plus dans le délire, il faut récupérer nos terres, il faut virer l'homme blanc, on nous a tout piqué, enfin c'est John Redcorn dans King of the Hill quoi. Et enfin, donc ça c'est le truc intéressant, le facteur X. Je vous ai dit que jusqu'ici, le traité tient, parce que ça avantage tout le monde. Sauf que, il y a un type qui arrive, qui se fait appeler le prêtre de Gaïa, qui est un Shadow Lord, donc ça c'est très très rigolo, qui arrive et envoie un message qui est très simple, qui est « les vieux garous ne font rien », le ver est extrêmement présent, les vampires nous la font à l'envers. Donc il agit, il fait de la propagande, il fait de l'agitation, et il dit c'est Gaïa qui m'est arrivé dans un rêve. Et évidemment, les vieux loups-garous sont là en disant t'es gentil Coco, les mecs comme toi on en a vu 10 000. Mais par contre, les jeunes écoutent. Et ça peut provoquer en fait une catastrophe dans la cité. Ça va être le cœur du scénario, c'est ça. C'est qu'il y a un mec qui arrive, qui veut le pouvoir politique, pour plusieurs raisons, une raison que vous avez décidée. Et si ça continue, s'il est laissé comme ça, sans rien faire, ça va être la catastrophe. L'interprétation que vous avez de ce type-là peut être de différentes manières. Soit ça peut être donc, soit c'est un mec qui est corrompu par le verre, soit c'est un arnaqueur, en fait, simplement. C'est juste un arnaqueur. C'est un mec qui utilise son pouvoir, enfin, qui utilise son aisance et sa capacité orale pour haranguer les foules, hein, et qui utilise un peu tout ça. Donc c'est un peu comme The Insider, le film de Roger Corman, où il y a William Shatner qui arrive dans une ville qui vient de passer l'arrêt de la ségrégation et qui harangue les foules. Ça peut être exactement ça, donc pour son propre pouvoir personnel, ou ça peut vraiment être les buts de Gaïa, mais bon, là, c'est... Enfin, moi je trouve que la deuxième option est vraiment la plus intéressante. Mais ce n'est que mon avis. Et on vous donne, ça c'est vachement bien, c'est quand même sur quasiment 4 pages, on vous donne la réaction de chaque tribu par rapport au prophète de Gaïa. Et c'est vraiment ce qui vous permet de créer d'ajouter du contenu, de créer encore plus de conflits politiques au sein des Garous, ce qui est quasiment le truc le plus intéressant quand vous jouez pour moi Garou. Et donc ces motivations, comme je vous disais, possibilité numéro 1, il est du vert, possibilité numéro 2, c'est vraiment le Gaïa, possibilité numéro 3, c'est ni l'un ni l'autre, en gros il est là juste pour sa pomme. Et ensuite on passe donc au vampire. Étonnamment c'est du Ron Spencer, mais je trouve qu'il a pas mal bossé parce qu'on ne connaît pas du tout. Au début autant la façon dont au niveau des ombrages et tout, au niveau des objets, on voit immédiatement que c'est du Ron Spencer, notamment les griffures. Mais par contre, c'est marrant parce que le visage du prince, je suppose, n'est pas... Enfin, on a l'impression que c'est quasiment un autre dessinateur. Donc, les morts, on a vu les garous, on va voir les vampires. Vous allez voir, c'est assez facile. En fait, voilà, ça c'est vachement bien aussi, c'est un truc qui est très malin. C'est que tout de suite, ils vous disent, voici qui a le pouvoir dans la ville. Alors qu'on ne vous fait pas une introduction de 2 km, on ne vous balance pas juste directement dans le descriptif de tous les personnages. Donc l'idée c'est que Siegfried possède la ville. Il est aidé par Julie Foster, qui est une très mère renégate, qui l'a sauvé de Mithras. En gros, elle avait été propulsée à Londres. Et vous le savez, Mithras, il est ventru, il dirige Londres, il est très 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 vieux. Et s'il y a bien une chose que Mithras n'aime pas, c'est les trémères, qui veulent lui piquer le pouvoir depuis pas mal de temps. Donc quand il est tombé sur une jeune trémère qui avait été envoyée durant l'époque des sorcières, un peu comme ça. Il a fait, bon, toi c'est simple, je te chope, je t'empale et je te laisse à brûler pour le lendemain matin. Et Siegfried, étant assez cool, passant par là, en attendant de prendre un bateau pour partir aux États-Unis, l'a récupéré, lui a retiré le pied dans le cœur et l'a sauvé. Et en fait, ironiquement, elle est vraiment amoureuse de lui. Donc il la manipule pas vraiment, quoi. Il lui a juste sauvé la vie, il dit tu fais ce que tu veux maintenant, et elle l'a suivi. Et donc c'est vraiment son bras droit. Ensuite, il y a Stelest.
Stalest, ou je sais pas, Stalest, je sais pas comment on dit. Stalest, c'est une ventrue qui arrive en ville, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui elle a qu'un seul objectif, c'est de prendre le pouvoir sur Siegfried. Donc Stalest, c'est l'équivalent du prophète de Gaïa chez les vampires. Donc vous avez compris, vous le voyez venir gros comme une maison, le scénar, ça va être une alliance entre le prophète de Gaïa et Stalest pour faire tomber le pacte. Lyle, qui est un très très vieux vampire romain aussi, tranquillou, qui lui est hyper chill, tout ce qui l'intéresse, c'est de protéger le Mathusalem qui dort sous terre. En gros, le Mathusalem, ça c'est le seul élément de réponse qu'on a, c'est le type qui a étreint le vampire Mictu machin bidule là, de Diablerie Mexico, donc l'espèce de gros vampire maya, on rappelle, hein, il n'est pas maya, en fait il est amérindien de cette région-là, a été transformé par un 4e génération en vampire Gangrel. Donc vous avez un 4e génération Gangrel qui était le sire de ce type-là, puisque évidemment c'est le même auteur que Diablerie Mexico, donc c'est logique, dort sous la ville et est protégé par Lyle. Et Lyle, tout ce qui l'intéresse, c'est que son pote dorme sous terre et qu'il ne se réveille pas comme ça du jour au lendemain. Et tout ce qui est son pouvoir politique, il ne l'utilisera que si jamais la sécurité de son maître est mise à mal. Necros, bon, c'est un mec assez cool. Necros, c'est un Malkavian, bon, qui est complètement fou. Donc il a le grand classique, il a plein de personnalités différentes. Et tout ce qui l'intéresse, c'est de protéger une grande bibliothèque qui est cachée sous l'université, qui est cachée sous la bibliothèque de Vancouver, simplement. Et vu qu'il est super cool, les Nosferatu l'aiment beaucoup, et il est devenu, nonobstant, en fait, le chef des Nosferatu. C'est marrant. Et Derek, c'est juste un serviteur, c'est le bras droit de Siegfried, sauf que Derek, c'est un gangrel qui déteste les loups-garous. Donc d'un côté, il est loyal à Siegfried, le prince, mais de l'autre, il n'a qu'une envie, c'est de casser la gueule à tous les loups-garous. Et enfin, donc, le géant qui dort, c'est le Mathusalem qui est protégé sous l'université Simon Fraser, protégé par Lyle, qui est très 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 vieux, plus vieux encore que, comme je disais, Ménéliée et Helena. Et si jamais il venait à se réveiller, bah, il est sûr qu'il casserait la croûte directement sur tous les vampires, et les garous diraient « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Bref. Donc les clans très rapidement, donc on a un Bruja, donc il y a peu de vampires, hein. Ils sont vraiment pas beaucoup, et les quelques vampires qui sont récurrents, qui vivent dans la ville, sont très vieux. Donc Parker, c'est juste en gros c'est un videur, simplement. Bocal, c'est pas, les Brujas sont pas les plus intéressants en fait. Le fait c'est que les Brujas restent très limités parce que Siegfried sait que les Brujas ramènent du barouf partout où ils vont, donc il essaie de limiter ça. Les Bushi, alors les Bushi, c'était avant, donc on est en V2. Il n'y a pas encore les vampires d'Orient. C'est un clan de vampires, c'est un des clans vampiriques qui viennent du Japon. On a déjà vu les Gaki, qui sont des vampires, pas forcément japonais, mais qui vivent au moins à Hong Kong, au sud de la Chine, qui étaient des vampires qui se nourrissaient essentiellement du souffle, qui pouvaient sortir de jour. Les Bushi, c'est pas pareil. Les Bushi, c'est les enfants de Susanoo, donc on va en reparler assez rapidement, qui est la divinité de la terre qui était vorace, qui ont été maudits par Amaterasu comme Susanoo, qui était son frère. Donc ils ne peuvent pas aller au soleil, mais ils ont tout un système en fait de daimyo, c'est-à-dire qu'ils ont un sire, leur sire c'est un daimyo. Il n'est pas question, là où les Gaki, on est déjà dans Vampire d'Orient parce que c'est des réincarnations de type, machin, etc., qui sont obligés d'être morts-vivants. Les Bushi se considèrent hors de la roue de réincarnation, donc c'est des créatures, ils se considèrent comme des enfants divins simplement, même s'ils doivent boire du sang. Ils ont tout un système pour se protéger de la frénésie, tant qu'ils suivent un code d'honneur. Donc ils sont un peu différents. C'est évidemment une lignée qui va disparaître rapidement, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Caitiff, qui est une sorte de brute, qui est là justement pour foutre la bagarre. Donc on a les deux gangrels qui sont assez cool, les gangrels chill justement, qui vivent hors de la ville et qui sont plutôt là pour aider et filer un coup de main aux garous. Derek, qui est lui le bras droit de Siegfried, qui lui à l'inverse n'a qu'une envie, c'est de casser la tronche des garous. Necros, donc comme je disais, qui est le type qui vit sous terre dans une espèce d'immense bibliothèque, qui est hyper puissant, mais qui, vu qu'il a une dizaine, c'est un peu comme Crazy Jane, vu qu'il a 10 personnalités différentes, bah, il fait pas grand chose en fait, parce qu'à chaque fois que vous lui parlez, il faut adopter une nouvelle personnalité, et finalement, à part cette bibliothèque, il n'y a pas grand chose qui l'intéresse. Donc Rex, c'est l'assistant de Necros, c'est un Malkavien qui pense être un démon. Donc il pense servir Satan, il pense être un démon, mais bon, sinon il est pas trop méchant. Les Nosferatu, donc Alberich, c'est un ancien soldat du Saint-Empire romain
qui finalement a adopté, entre parenthèses, Necros, c'est assez cool, enfin, ça lui va parfaitement de protéger la bibliothèque. Les toréadors, ils sont un peu triggered parce que finalement, la présence de Siegfried empêche vraiment d'avoir une ambition démesurée, de retransformer la ville, et ça les frustre au plus haut point. Les Trémères, donc Julie Foster, j'en ai déjà parlé. Ventru Siegfried, donc voilà, c'est le régent de la ville. Stalès Cousin, qui est la fille qui cherche à renverser justement Siegfried et qui va faire n'importe quoi. On a une illustration qui utilise 2 fois. Donc pour Lyle, qui est donc, je disais, le très très vieux Ventru, qui est aussi vieux, voire plus vieux que Siegfried, mais qui n'a aucun intérêt à la politique de la ville. Tout ce qui l'intéresse, c'est de protéger le Mathusalem qui dort. Et enfin, on arrive sur l'essence de scénar qui est très très simple. C'est vraiment donc c'est des roues parmi des roues. L'illustration est particulièrement ignoble. Donc Stéleste va aider le prophète de Gaïa pour créer du grabuge en ville et après dire que Siegfried ne défend pas bien la ville, et donc ça va arranger le prophète de Gaïa parce que ça va monter les loups-garous contre les vampires. Et l'idée, c'est que vous jouiez garou, si vous avez des PJ garou, ils vont comprendre que le prophète de Gaïa essaie de manipuler tout le monde et les petits jeunes pour créer un incident et rompre le pacte. Et si à l'inverse, vous jouez des vampires, vous savez que Stéleste est une ambitieuse qui va essayer en fait de faire porter le chapeau à d'autres anarques ou des gens qui arrivent en ville pour faire tomber le pacte. Et c'est évidemment par votre alliance, tel Tango et Cash, que vous allez comprendre ce qui se passe et avec un peu de chance mettre à mal les plans de Stéleste et aussi virer le prophète de Gaïa. Donc c'est extrêmement simple, c'est pas vraiment un scénario, c'est plus un petit bout de... J'aime beaucoup cette illustration-là. C'est juste plutôt un petit bout d'esquisse par rapport à tous les plans qui ont été mis en place jusqu'ici. Et ensuite, donc Guerre épaisse, c'est... J'ai un trou de mémoire. Là, c'est vraiment un scénario propre sur... encore une fois, sur les problèmes posés sur... en fait, c'est la suite du scénario précédent où Stella passe à l'action. Elle envoie des gens pour tuer des loups-garous, donc vous vous retrouvez avec des loups-garous morts et vous devez essayer de comprendre comment est-ce que vous pouvez calmer le jeu. Les deux sont faits de... Donc à chaque fois, c'est comme pour Under a Blood Red Moon, on vous donne la scène côté garou, la scène côté vampire, avec une intersection, donc ça c'est un peu nouveau, pour qu'ils travaillent ensemble. Là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'expo, donc il y a le hall des expositions de Vancouver, parce qu'il y a potentiellement un trou de verre qui va s'ouvrir, que vous devez boucher assez rapidement, avant que l'esclandre politique aboutisse au pacte, à la révocation du pacte. Et oui, puis bon, tant qu'à faire, il y a un méchant esprit, parce que sinon ce serait pas drôle. Et sinon, c'est juste des petites billes qui vous sont données. Donc, par exemple, concrètement, ce que vous pouvez faire à Vancouver. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes un vampire réfugié à Vancouver? Quel est le mystère sous l'île de Vancouver? Trouver un cairn qui a été perdu près de l'océan. Comment bloquer les méchants de Syrie? J'en passe des meilleurs. Et on a le dernier, une sorte d'appendice de règles sur les bushi, donc ce que je vous ai résumé, à savoir les bushi est une lignée vampirique issue du vieux Japon, qui pense être les enfants qui, comme les gaki, en fait, ont leur concept qui sont un peu différents des vampires occidentaux. Ils pensent être au service d'un daimyo, donc un chef, qui est le type qui les a transformés en vampires. Ils doivent le servir, ils ont un code d'honneur, s'ils ne respectent pas ce code d'honneur, alors là, c'est là où ils perdent toute leur humanité. Par contre, à l'inverse, vu qu'ils sont bénis vu que c'est des êtres divins, ils peuvent utiliser leur sang et leur propre discipline pour éviter de rentrer en frénésie. Et à l'inverse, ils peuvent leur discipline très particulière, elle leur permet de faire pas mal de choses assez vénères. Ça s'appelle Kai. Et avec Kai, ils ont sinon la célérité et la présence. Mais Kai leur permet vraiment de se protéger, de forcer les gens à tenir. Donc ils peuvent imposer des GEAS sur les gens. Donc en gros, je te donne un ordre, tu es obligé de le suivre. Ils peuvent se protéger du soleil et du feu. Ils peuvent potentiellement créer une sorte de coupe d'allégeance à un mortel en partageant leur sang. Et c'est du Kai. Donc ils peuvent couper un truc, ils peuvent mettre tout leur focus dans une épée et trancher des bouts de bois en deux. Et le Inner Focus permet de résister à la frénésie assez facilement. Par contre, évidemment, leur faiblesse, c'est que leur lien mystique
fait qu'ils sont obligés d'être loyaux à leur daimyo, ils ont un code d'honneur, ils doivent toujours respecter leurs paroles, sinon c'est là où les jets de dégénérescence se font très très rapidement. Donc c'est une lignée qui va disparaître. Est-ce qu'on a perdu beaucoup au change? Je ne suis pas sûr. Vampire d'Orient va avoir la bonne idée de reprendre toutes les idées des Gaki, des Bushi, d'en faire un truc vraiment assez unique et plutôt pas dégueulasse. On a des doubles pages d'illustration, je ne sais pas pourquoi, enfin je ne sais pas le délire. Peut-être Ron Spencer s'était amusé à faire des illustrations supplémentaires et il s'est dit on va tant qu'à continuer. On remarque que c'est le début, qu'on a un Gural et un Corax, donc qui sont les change-formes loup-garou, enfin les change-formes corbeau et les change-formes loup-garou, ours-garou, pardon, qui reviendront plus tard. Mais je crois qu'à cette époque-là, loup-garou n'est qu'en première édition. Les changing breeds, donc les change-formes qui ne sont pas des garous, sont encore plus. Les Feras, sont juste esquissés, il me semble, dans le guide du joueur. Mais donc je sais pas, puis là c'est. Je sais pas, il y a un garou et un vampire qui sont en train de tirer sur une sorte de. Je sais pas ce que c'est une espèce de ver ou une créature du ver avec un coup de fusil à pompe. C'est Ron Spencer qui se fait plaisir. Et, c'est marrant ça aussi, on a une double page qui nous dit voici le 4e jeu du Monde des Ténèbres, et voici le 3e jeu du Monde des Ténèbres. Donc Wraith, ça y est, arrive en 94, et Mage arrivera en 93. Et c'est assez rigolo parce que il y a le nouveau logo sur Wraith et il y a le vieux logo sur Mage. Et je sais pas trop, je pense pas que ce soit une réédition, mais parce que je sais qu'ils prévoyaient quand même assez longtemps à l'avance au niveau de leur ligne éditoriale, mais c'est rigolo je pense que c'est parce que c'était une vieille pub, une pub un peu plus aisée que celle-là, et une fois qu'ils l'ont fait, ils ont dit on va pas s'emmerder, on va pas refaire le logo, mais sinon les informations sont exactement les mêmes. Et toujours les petits coupons, si vous voulez envoyer, ça ne coûte que 2 $ le magazine, c'est là où on voit l'inflation a quand même été assez démentielle. Et voilà, on a fait le tour avec une illustration. Autant j'aime beaucoup la vampirette qui a sa robe, ses bottes, ses Dux Martens et qui a son truc, et l'autre qui a un t-shirt à moitié déjà, qui tient même pas. Bref. Donc, que vous dire? Moi, je considère, à titre personnel, que c'est vraiment un excellent supplément. C'est vraiment vraiment un gros travail qui a été fait, mis à part la couverture dégueulasse. C'est un super travail sur comment créer une ville cohérente où peuvent cohabiter les vampires et les loups-garous. Avec des éléments qui sont assez clichés, hein, évidemment, le renversement du pacte, les méchants de deux côtés. Mais ça marche bien, il y a toute une galerie de personnages, il y a très peu de vampires, donc comme ça, vous n'avez pas... C'est pas Chicago, hein, donc c'est très très facile niveau vampirique à gérer. Après, c'est logique, parce que c'est un supplément qui est plutôt garou que vampire. Mais non, c'est vraiment... Ça fait partie... Là, on est vraiment sur une lancée de bons suppléments régionaux. On a de la chance, parce qu'on aura on a Vancouver, on aura Dark Colony qui est excellent, et on est vraiment là, pour moi, on est au moment où la V2 arrive à faire ressortir le meilleur de Vampire, à savoir des régions, des villes qui vous sont présentées, originales, uniques, qui savent tirer le meilleur parti du setting, en allant pousser un petit peu les frontières qui avaient été proposées dans la V1, avec certes encore des personnages qui sont assez puissants, mais où les secrets sont encore diffus, il n'y a pas trop de métaplots, vous voyez, il y a des bouts, l'espèce de truc le mystère de l'île n'est jamais résolu, donc c'est à vous de l'inventer, de l'imaginer. Suffisamment de PNJ colorés pour trouver un peu des chaussures à votre pied, pas mal de pistes à droite à gauche, et des villes qui sont très bien décrites. Malheureusement, pour moi, ce sera plus en revive, ça va commencer à partir en sucette, mais là, on est vraiment encore sur un truc assez démentiel, et je vous conseille de profiter de Vancouver, je vous conseille de profiter de Dark Colony, je vous conseille de profiter de DC by Night et tout, parce que c'est vraiment des trucs, c'est encore des suppléments qui sont de très bonne qualité, où on sent qu'il y a encore de la progression à faire. On ne tourne pas encore en rond à cause du métaplot, on ne tourne pas encore en rond à cause des 15 000 lignées qui existent. C'est assez propre. Même si, bon, il commence à avoir les gaki, les machins, les trucs dont on n'aura pas pu parler. Mais le fait d'avoir une ville, par exemple, où il y a un prince qui a tous les pouvoirs, qui ne suit pas la Camarilla, qui fait un peu sa popote, pour créer une ville qui a un terrain neutre, c'est pas bête et c'est plutôt original. Et je suis très étonné de la part du type qui a fait Diablerie Mexico, qui est quand même le pire supplément quasiment de Vampire, d'avoir réussi un peu ce tour de force. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!